Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans la suite et fin de cette émission. Il faut en parler, notre thème du jour. Eh bien, le divorce est-il le dernier recours lorsque tout va mal dans le couple? Je rappelle que ce magazine est là pour traiter les sujets qui vous touchent chez vous à la maison, les sujets qui sont susceptibles d'écorcher votre vie de couple. Je ne suis pas seule, je suis avec Gildas Salomé, elle est productrice audiovisuelle. Bonjour Gildas. Bonjour. Comment ça va? Ça va, très bien. Arsène Assamoah, chef d'entreprise également, il est toujours des nôtres. Bonjour Arsène. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Et pour finir, notre consultant de tous les jours, le consultant, le pasteur Boisbilé. Pasteur. Bonjour Béné. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Alors nous sommes toujours dans le même thème. Le divorce est-il le dernier recours lorsque tout va mal dans le couple? Ben, nous avons commencé, beaucoup de choses ont été dites. La semaine dernière, nous avons parlé de relations réussies, voilà, de définir une relation réussie. Nous avons parlé de qui devrait faire le premier pas. Nous avons dit beaucoup de choses, et je crois que les téléspectateurs ont pris bonne note, et aujourd'hui nous croyons que nous irons un peu plus loin en détail dans ce que nous voulons faire comprendre, dans ce que nous voulons humblement, disons, communiquer à ceux de nos téléspectateurs. D'accord. Gildas, après combien de fautes, combien d'erreurs faut-il mettre le voile pour dire j'en ai assez? Je dirais personnellement qu'il ne faut pas le faire. Tout simplement. Parce que quand on décide de se marier, il y a une phrase qu'on a l'habitude de dire pendant les mariages, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ça inclut tout ça en fait. Ça inclut les petits bobos, ça inclut les dissensions, ça inclut toutes les fautes de l'un ou de l'autre, ça inclut tout ça. Donc quand on décide de le dire, il faut se donner les moyens en fait de le respecter. C'est comme un engagement qu'on prend. On ne peut pas dire, il a fait 1, 2, 3 fautes, après la 4e faute, bon, moi j'en ai marre, ça suffit. Ou alors, bon, elle m'a énervé 15 fois, la 16e fois, je pense que c'est la dernière, on va demander le divorce. Non, c'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. C'est un cheminement. C'est petit à petit, comme on dit, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Quand l'oiseau fait son nid, c'est comme un tisserand. Il le fait, il y a forcément des fils qui tombent, il y a forcément des trous quelque part qu'il faut boucher, mais au finish, il réussit à y mettre ses œufs. Donc, c'est une formation, c'est de longue haleine, c'est petit à petit. Il ne faut pas se décourager, il y a une certaine patience qu'il faut apprendre dans le mariage qui n'est pas très évidente, mais il faut pouvoir l'apprendre et puis aller de l'avant avec l'autre, malgré les dissensions. D'accord. Alors Arsène, pour la première partie de l'émission, vous avez parlé de divorce qui n'est pas une fatalité. Alors après combien d'erreurs, combien de fautes commises par votre conjointe, vous allez vraiment carrément mettre le voile? Moi, pour moi, le repère, c'est pas les fautes. Parce que les fautes, moi, on les surmonte. J'appelle pas ça faute, j'appelle ça des épreuves. Parce qu'au finish, on finira par mieux se comprendre, par mieux se connaître. Parce que comme on dit, on va pas à pas. Au début, on est dans l'illusion de tout va bien dans le meilleur des mondes. Après, on constate qu'il y a ça qui va pas, ça qui va pas. Ça, on peut toujours ajuster. Pour moi, quand on parle de pire, le pire, c'est le manque d'amour. Quand il commence à ne plus exister de l'amour entre deux personnes, le meilleur conseil, c'est de les demander de se séparer. Quand je parle d'amour... Qu'est-ce qui peut provoquer le manque d'amour? Ça, je n'ai pas, l'indicateur pour te dire. Mais je vais dire, au début, on se connaît. On est en joie, on est content, on apprend à se connaître. Mais au fur et à mesure, on ne sait pas. Parce qu'on ne parle pas dans la généralité. Les trucs se traitent au cas par cas. Mais quand tu commences, tu commences à savoir que tu n'es plus attiré par ton conjoint, quand tu commences à savoir que ton conjoint, à chaque fois, te fait des palabres sur n'importe quoi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut avoir la franchise de se le dire. Comme j'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit le divorce n'est pas une fatalité. Parce que les mêmes sentiments qui m'ont attiré vers une personne, c'est les mêmes sentiments qui peuvent me permettre de me détacher de cette personne. L'amour, c'est quelque chose qui est bon. Quand ça n'existe pas, il ne faut pas forcer. Parce que quand on force, on finit par être des ennemis. Il faut se séparer dans l'amitié. Elle a parlé de, lorsque nous sommes à la mairie, on dit oui pour le meilleur et pour le pire. Là, on a vécu les meilleurs moments de notre vie, nous sommes au pire moment. Qu'est-ce qu'on fait? On se sépare? Oui, au pire moment, quand l'indicateur de l'amour arrive, il faut se séparer. On ne se sépare pas parce que les lunettes sont bleues, alors que je voulais que tu portes des lunettes rouges. On ne se sépare pas, moi j'appelle pas ça le pire. Pour moi, le pire, c'est le manque d'amour. Quand il n'y a plus d'amour, moi j'appelle ça le pire. Parce que l'amour, c'est quelque chose c'est venu seul.
Donc ça part seul. Et ça part seul. Et quand ça part, il faut avoir l'honnêteté de le dire. C'est ça qui est le plus important. Et cette honnêteté fait qu'on se laisse en amitié. Il ne faut pas se laisser sur des petits boutis ou bien des petits problèmes. Ça, c'est l'orgueil qui n'apporte rien. Mais quand il n'y a plus d'amour dans un couple, quand on ne se sent plus attiré l'un à l'autre, ou bien quand une seule personne ne s'est plus attirée par l'autre, il faut qu'elle ait l'honnêteté de dire à son conjoint, franchement, ça ne va pas. Je fais l'effort, mais je ne rêve plus à toi. Donc, si je ne rêve plus à toi, il faut qu'on se laisse. Et moi, je t'accompagnerai avec bonheur vers ta nouvelle quête. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et c'est important ce qu'il est en train de dire, je vais rebondir là-dessus. Voilà, le mariage, la vie en couple doit tenir compte de certains facteurs importants. C'est-à-dire qu'il faut avoir une juste mesure de ce que c'est que l'amour conjugal. Parce que souvent, c'est une simple affection névrotique qui relève du poids de notre passé, de ce que nous avons vécu, de ce que nous attendons que nous n'avions pas eu et que nous croyons avoir avec cette personne-là. Et souvent, on appelle ça de l'amour. Mais c'est simplement, comme on dit ça, une affection temporaire. C'est quelque chose, c'est un désir qu'on a eu. Mais je crois que le vrai amour, quand on a aimé, il est constant. C'est jusqu'au bout. C'est-à-dire, si quelqu'un dit, on le dit souvent comme ça, si quelqu'un dit, je l'aimais mais je ne l'aime plus, il ne l'a jamais aimé. Il a désiré simplement. Et quand ce désir l'a satisfait, il n'a plus rien à voir. Et puis, il se cherche. Alors, Salomé, quelle est la différence entre désir et aimer, selon le pasteur? Wow. C'est assez profond quand même. Mais comme le pasteur a dit, moi je suis entièrement d'accord avec lui. C'est pour ça que je disais dès le départ, il faudrait trouver la formule pour enseigner les uns et les autres sur l'amour selon Christ. C'est pas l'amour que nous on ressent constamment tous les jours. On se dit oui, on aime notre prochain, on aime. C'est un peu plus profond que ça en fait. L'amour selon Christ fait appel au sacrifice. L'amour selon Christ fait appel au don de soi, au don entier. On a dit, il a tellement aimé les hommes qu'il a donné son fils. Généralement, nous, on se dit, on aime parce que la personne nous fait du bien, parce que la personne nous rend content, ou bien on est à l'aise quand on est en sa compagnie, ou bien quand la personne sourit, ça nous donne des étoiles, là, ça illumine notre vie et tout. Mais il faut aller un peu plus en profondeur, en fait, dans la chose, pour comprendre l'essence même de l'amour, parce que c'est cette essence-là qui tient le mariage. Et malheureusement, aujourd'hui, on remarque que nombreux sont les couples qui divorcent parce qu'ils n'ont pas cette essence. Leur union est basée sur l'amour superficiel. Ils sont pas allés en profondeur dans l'amour véritable, selon les principes, selon ce que la parole nous dit. Ils n'ont pas expérimenté cet amour-là. Et donc, ils n'ont pas la capacité de pouvoir offrir au conjoint le sacrifice qu'ils doivent offrir pour que le mariage là soit constant. Et c'est cette étude-là, c'est ça qu'il faut qu'on ramène. Il faut qu'on puisse nous rééduquer sur cet amour-là, sur l'essence même du mariage, pour que le divorce ne soit plus un quotidien, parce qu'aujourd'hui, on regarde le nombre de divorces qui se fait à la journée, c'est inquiétant. C'est inquiétant. C'est justement parce que les personnes n'ont pas compris ce que c'est que le mariage. Ils n'ont pas compris véritablement pourquoi il faut se marier. On se marie dans quel objectif? Ce sont des choses qu'il faut recadrer. D'accord. Et tu vois, Béné, je dirais, ce ne serait même pas commode de parler d'exagération. Parce que quand on s'aime, on est prêt à tout. Il faut la patience, qui est une vertu, disons, cardinale. Et il faut être prêt à aller à l'extrême patience. On ne dira pas, ce serait vraiment rancunier de dire ça fait 4 fois que tu me fais ça. Ouais, tu vois. Alors que ça n'a pas sa place là. D'accord, donc il ne faut pas compter. L'amour bannit toutes ces choses-là. Voilà. L'amour bannit toutes ces choses. Quand vous regardez, quand vous aimez quelqu'un, comme Samuel a dit, quand vous aimez quelqu'un, vous ne voyez pas ses défauts. Vous ne voyez que des qualités. Et ça, nous tous, on l'a fait. On voit, on dit, mais tu vois pas qu'elle est un peu comme ça, tu dis non, ça va changer. Au contraire, je ne veux pas couper, mais au contraire, on voit plus les défauts de l'autre comme un challenge. Voilà. On se dit, ah, ça c'est un défaut qu'il faut que moi je puisse l'aider à surmonter. Donc je me donne les moyens, je le soutiens ou bien je la soutiens. Je lui donne la possibilité de changer, comment je vais dire ça. Et si la personne ne change pas? Elle va changer. Si nous sommes déterminés, quand on aime, je dis qu'on est prêt à tout, à aller jusqu'au bout.
l'amour sacrificiel. On est prêt à tout donner pour que ça change. Et puis souvent, quand ça ne change pas, il faut prendre une autre option. Parce que quand ça ne change pas, peut-être que ce caractère-là, vous l'avez. Mais vous désirez que ça change chez l'autre, mais chez vous, vous ne voulez pas changer. Donc ça va demeurer. Donc si vous changez, vous verrez que la personne en face aussi va changer. D'accord. Arsène, quand on aime quelqu'un, eh bien ses défauts deviennent des qualités. Hein, voilà. J'aimerais bien savoir, en cas d'infidélité, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est un sujet qui est un peu... qui est un peu complexe. Un peu complexe, comme je dis, un peu complexe et ça dépend. Vous savez, moi, je ne peux pas mettre les gens dans un moule. C'est quelque chose qui est difficile à faire. Parce que, bon, on va pas aller aux extrêmes, mais il y a des couples qui ne vivent que dans l'infidélité, qui s'entendent bien dans l'infidélité. Comme je dis, tout est une question d'entente et de compromis. Si on a décidé de vivre une relation exclusive, on vit cette relation exclusive. Si on a décidé de vivre une relation élargie et libre, ça c'est libre à nous. Comme on est dans une société, on est 7 milliards sur cette planète, on ne peut pas mettre les gens dans un seul moule. Un groupe peut vivre de cette manière, un autre groupe ne peut pas vivre de cette manière. Moi, j'ai ma conception sur un certain nombre de choses. Mais je vais dire, étant donné qu'on est à une émission, on ne peut pas dire, ouais, c'est le comportement qu'il faut avoir à 100%. Ce que je peux dire, c'est que l'infidélité, pour moi, c'est quelque chose qui a trait à chaque couple. Cette manière de pouvoir l'accueillir et cette manière de pouvoir la gérer. Vous comprenez? Il y a des sociétés polygames. Est-ce qu'on peut parler de choses, d'infidélité là-bas? Il y a des sociétés monogames, comme on dit. Donc, pour moi, je suis libre penseur et j'ouvre mon esprit vis-à-vis de tout ça. Ce que je dis, c'est que pour moi, ce qu'il ne faut pas accepter dans un couple, c'est de vivre avec quelqu'un qui ne nous aime pas. D'accord. Quand il n'y a pas d'amour, on se sépare. Le reste, ça c'est l'appréciation de chacun. L'appréciation de chacun. Voilà. D'accord. Alors, Chida, je vais te ramener la question. En face d'une infidélité, qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, je vais aller dans le sens de ce que Asamo a dit. Hein. C'est une question de compréhension entre les conjoints et c'est une question de façon de penser. Chacun a sa manière de voir la vie. Malheureusement, la société aussi nous a un peu formaté, on va dire ça comme ça. Donc, c'est une question de communication entre les deux, c'est une question d'accord, puisque c'est les deux qui sont en couple. Selon leur vision, selon le focus sur lequel ils se mettent, ils ont leur manière d'avancer, ils ont leurs principes, ils ont leur action qu'ils posent. Maintenant, il est question d'être à l'aise. Toi, en tant que personne qui doit partager le quotidien de quelqu'un, il est question que tu sois à l'aise dans ce que tu fais. Il faut que tu aies la conviction de l'action que tu poses. Il ne s'agit pas de faire quelque chose que tu ne veux pas faire, simplement parce que ça va à l'encontre de tes principes ou à l'encontre de ta manière de penser. En même temps, il ne faudrait pas aussi que tu te mettes en ménage avec quelqu'un qui a un courant de pensée qui est contraire au tien. Mais sinon, dès le départ, tu ne sauras pas. Vous vous fréquentez. Quand vous vous fréquentez, vous apprenez à vous connaître l'un l'autre. Dans ce que vous dites, dans les actions que vous posez, tu peux tout de suite détecter, savoir si par exemple, toi, tu estimes qu'il faut être fidèle dans ton mariage, qu'il faut avoir une relation exclusive, mais dans son attitude, tu peux savoir si lui, il est d'accord avec ce fait-là ou pas. Déjà, ça te permet de poser les bases. Il ne s'agit pas de dire, bon oui, comme il n'est pas d'accord, c'est pas grave, moi je l'aime, je vais aller comme ça, devant là-bas, il va changer d'avis. Non. C'est ça qu'il ne faut pas faire justement, puisque devant, vu les actions que lui va poser, lui, il se sent libre dans ce qu'il fait. Toi, tu ne l'acceptes pas parce que ça ne fait pas partie, ça n'est pas en accord avec ta manière de penser. Mais lui, il se sent libre dans ce qu'il fait. Si tu n'as pas balisé dès le départ, tu seras obligé d'accepter ça. Et c'est tout ce qui crée les frustrations ensuite, l'aigreur, les ressentiments dedans, qui suscitent des actions négatives dans le couple. Donc dès la base, ce sont des choses qu'il faut pouvoir mesurer. Selon nous-mêmes notre conviction, selon ce que nous on entrevoit pour notre futur. D'accord, pasteur. Je crois, je suis d'avis avec eux. Il faut d'abord un accord préalable. Si nous voulons aller ensemble, nous devons nous accorder sur l'essentiel de la question, sur l'essentiel du sujet que nous voulons aborder. Quand nous abordons le sujet du mariage, je le dis, et c'est pas moi qui le dis, le concepteur. C'est-à-dire, le mariage, ce n'est pas une invention humaine.
Ce n'est pas des gens qui se sont réunis quelque part et puis qui ont décidé de faire ça. Non, ce n'est pas un synode. Mais c'est Dieu qui a dit et il en a fixé les règles. Les règles. Que le mariage, que ce soit pour ceux qui vivent la foi chrétienne ou alors pour le commun des mortels, le mariage est une entité universelle. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Simplement que, bon, il y en a qui y obéissent, il y en a qui n'y obéissent pas. Mais les règles sont les mêmes pour tout le monde. Monogame, et Dieu exige que le mariage soit, disons, une union de fidélité. Une union de fidélité. Maintenant, quand on sort de ce cadre-là, on est en porte-à-faux avec le mode d'emploi du mariage, de celui qui a créé le mariage. On est en porte-à-faux avec. Maintenant, les gens, ils vivent, c'est vrai, ils vivent, mais il faut quand même pouvoir entrer dans ce moule-là pour pouvoir, disons, vivre réellement la chose comme elle a été posée dès le commencement. Sinon, en dehors de ça, on me dira peut-être que, mais pourtant, il y a des gens qui font ça, mais quand vous verrez, c'est pas le plein essor. C'est pas le plein essor parce que l'infidélité a vite frappé la porte. Mais quand il y a infidélité, même si on n'est pas dans le moule que Dieu, le concepteur du mariage a fait, l'infidélité, c'est pas, disons, la fin du monde. C'est pas la fin du monde, c'est un faux pas qui a été fait. Mais quand il y a infidélité, il faut pouvoir évaluer cet acte-là. Il ne faut pas tout de suite crier sur les toits. Il faut évaluer l'infidélité. Qu'est-ce qui a pu créer ça? C'est-à-dire, il faut se remettre soi-même, souvent, toi qui as été victime, il faut te remettre en question. Est-ce que c'est pas parce que, voilà, donc tu vois, il ne faut pas toujours fustiger l'autre, tirer sur l'autre. Il faut pouvoir évaluer l'infidélité, voir le pourquoi, le comment, ne pas ameuter l'entourage, surtout, ne pas poser trop de questions disons, à l'être qui a été infidèle. Ça ressemblerait à une enquête, ça peut vraiment... Donc, il y a beaucoup de choses, comme il le dit, on ne peut pas tout dire, mais l'essentiel, quand il y a infidélité, il faut d'abord faire une évaluation. D'accord. Ok. Alors, une infidélité peut être réparée. Et comment? Elle peut être réparée. Et comment? il a parlé de ne pas ameuter tout le monde lorsqu'il y a une infidélité. J'aimerais poser la question de savoir qui peut-on faire appel lorsqu'il y a du feu dans le couple? Est-ce son papa, sa maman, son frère, sa soeur ou la meilleure amie de son conjoint ou de sa conjointe? Je pense que c'est des personnes ressources, des personnes qui sont sensibles à pouvoir nous écouter, à pouvoir trouver les mots justes pour nous permettre de nous réconcilier. Vous savez, ceux qu'on consulte, ça dépend de la personne qui se sent blessée. Il ne faut pas aller ameuter, comme on dit, et dire du mal de ton conjoint. Je prends un exemple. Ah, il m'a trompé, lui, c'est comme ça il est. De tous les jours, c'est comme ça il est. Et puis maintenant, ouais, il a tel défaut, sa tête est bizarre. Non. Il ne faut pas dénigrer la personne qui est en face de toi. Il ne faut pas pointer ton village, comme on dit, avec la main gauche. Quand il y a un problème, on s'assoit, on le règle. S'il y a des personnes ressources qui sont capables de pouvoir faire le médiateur, on va les consulter en tant que tel. Mais d'abord, nous-mêmes, en tant que tel, il faut mettre dans sa tête que quelque part, il y a quelque chose qui est arrivé. Comme on a dit, c'est dès le départ. Dès le départ, si on se sent qu'on n'est pas à l'aise avec quelque chose, je ne suis pas à l'aise avec ça. Que ça soit petit, ou bien tu l'as fait devant moi ou en cachette, je ne suis pas à l'aise. Bon, moi je peux être à l'aise, tu peux le faire, ça c'est pas mon problème. Il faut avoir la franchise de le dire. Moi, en tout cas, c'est pas parce que tu me trompes que je vais te laisser. Ou bien c'est pas parce que tu vas voir ailleurs que je vais te laisser. Il faut avoir la franchise de le dire dès le départ. C'est pas qu'on ouvre une brèche à la personne de pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire, mais au moins on donne son niveau de tolérance. Pour dire, ah, il y a des limites à ne pas dépasser, ou il y a des limites à peu dépasser. Mais quand on en arrive à quelque chose, il faut pouvoir trouver les voies et moyens de pouvoir comprendre ce qui se passe. Comme je dis, il faut faire de l'empathie, être à la place de la personne qui est en face de nous. Comprendre pourquoi elle a fait ça. Mais si ça ne te convient pas, tu peux partir, mais pars en amitié. Si ça te convient aussi, tu restes, et reste en amitié. D'accord. Géda, ça peut-on rester dans un couple là où il n'y a plus d'amour parce qu'on a des enfants avec monsieur? Personnellement, je dirais non. Moi, personnellement.
Pourquoi? Parce que par expérience, les personnes qui ne s'aiment plus ont tendance à se voir en chien de faïence dans la maison. Donc, c'est qui va poser l'action, la meilleure action qui va impacter les enfants. On voit l'autre en ennemi ou bien en adversaire. C'est dangereux pour les enfants. Parce que les enfants sont fragiles. C'est une éducation qu'on leur donne. Rester dans une maison et chaque jour voir les parents se chamailler constamment, se crier dessus constamment, ou bien fustiger l'action que l'un a posée parce qu'elle n'était pas meilleure, c'est inculquer une certaine mentalité aux enfants qui demain auront eux aussi des difficultés à aimer véritablement. Donc moi personnellement je me dis, on a la possibilité de régler des situations, mais quand on se rend compte, comme il l'a dit M. Asama, quand on se rend compte que vraiment l'amour n'y est plus, qu'on arrive à un stade où on ne peut plus se supporter, même s'il y a des enfants, je pense que mieux vaut se séparer en amitié pour pouvoir préserver au moins un minimum de respect par rapport à l'éducation qu'on doit transmettre aux enfants, plutôt que de rester ensemble dans une maison et puis l'incendier chaque jour alors que les enfants sont dedans. D'accord, pasteur. Je crois que M. Asama l'a dit tantôt, on ne consulte pas n'importe qui pour ses problèmes de couple. Il faut consulter quelqu'un de référence. Il faut consulter un professionnel. Parce qu'il y en a, quand ils viennent, ils se recommandent eux-mêmes. C'est bon, souvent c'est de bonnes guerres, c'est-à-dire ils ont de bonnes intentions. Il a un ami dont le foyer bat de l'aile, il veut apporter son aide. Mais souvent, il n'est pas habilité à le faire. Parce qu'il faut que les deux parties, vous soyez reconnus par les deux parties. Il faut que vous soyez reconnus, que madame accepte que vous veniez, que monsieur accepte. Mais si c'est un seul qui fait venir le réconciliateur, vous voyez qu'il y a... Il va prendre parti. Il y a entorse. Il y a un camp qui sera carrément fermé. Il va dire, bon, ils font coalition contre moi, donc je ne parle pas. Donc, hiatus, c'est fini. Donc, il faut quelqu'un qui soit reconnu. Il faut un professionnel. Parce que, par expérience, j'ai vu des gens qui ont aggravé des situations que de les arranger. Par exemple, il vient et dit, bon, tu vois, tel que tu fais à Samoa, à force d'insister, tu as fini par divorcer. C'est des propos qu'on ne tient pas. Ou alors il dit, souvent, des gens qui manquent d'expérience se font manipuler par les antagonistes. Ils se font manipuler par vous-même, pasteur, vous-même. Est-ce que si vous êtes à ma place? Non, vous n'avez pas votre avis à donner. Vous êtes un réconciliateur compétent. Vous savez, vous avez les éléments. Permettez aux gens de s'exprimer simplement, sans parti pris. C'est pourquoi il ne faut pas, comme on l'a dit, ameuter tout le monde. Quelqu'un qui va proposer des idées nouvelles, parce que c'est les mêmes qui sont là. Ils n'ont pas changé. Ils s'aiment toujours, le couple. Donc, qu'ils passent sur la base de départ. Le nouveau commencement peut commencer par ce que vous avez commencé avant. Et puis partir. Je crois que ça va aller. D'abord, les premiers réconciliateurs, c'est eux-mêmes. D'accord. Dans un premier temps. D'accord. Alors, Afé, nous sommes à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on va donner comme conseil à ces personnes qui nous regardent actuellement, qui traversent une situation pareille? Bon. Moi, le véritable conseil que je donne, c'est qu'il faut apprendre à se connaître. Et il faut avoir de l'empathie pour la personne qui est en face, afin de pouvoir comprendre et pouvoir être patient pour vivre en harmonie. Mais la ligne rouge qui ne doit pas être dépassée, ou bien la ligne rouge qui sera dépassée, c'est que quand il n'y a plus d'amour, il faut se laisser. Quand il n'y a plus d'amour, qu'on ne se sent plus attiré l'un vers l'autre, il faut se laisser. Il ne faut pas forcer ou bien ameuter les gens pour venir nous forcer à être ensemble. On va s'autodétruire, on va détruire la famille, on va donner une mauvaise éducation aux enfants. Donc pour moi, à la mairie, quand on vous dit pour le meilleur ou pour le pire, il faut jauger le pire parce qu'on ne peut pas être... Voilà. Le pire, c'est peut-être les petits trucs qu'on a, mais je peux faire pour le meilleur, pour le meilleur. Donc à la fin, le pire, si on ne s'aime plus, on se laisse. D'accord. Gilles, ben moi, ce que je pourrais dire, tout simplement, s'il y a un souci au niveau du couple, faites une pause. Asseyez-vous, essayez de voir à quel moment vous avez arrêté d'aimer véritablement votre conjoint. Ou alors, à quel moment vous avez senti que l'amour a commencé à être un peu émietté. Retournez à l'école du mariage. On finit jamais d'apprendre. On peut être marié depuis 10 ans et puis avoir des problèmes de couple qui vous ramènent carrément à la genèse. Repartez à l'école du mariage, reprenez les bonnes bases et puis recommencez.
La vie est un éternel recommencement. Lorsque nous dormons le soir, que nous nous levons, nous recommençons une certaine page. Donc, apprenons à recommencer aussi dans le mariage que nous formons. Il faut pouvoir le rendre meilleur un peu plus chaque jour. C'est ce que moi je pourrais dire. D'accord, pasteur. Moi, je crois que, comme je disais, la meilleure solution au problème du divorce de notre époque, c'est une préparation adéquate au mariage. Comme ils l'ont dit, une préparation adéquate, une bonne compréhension à s'adapter l'un à l'autre en nous engageant fermement à aller jusqu'au bout, sans faillir. Comme on l'a dit, il peut y avoir des déconvenus, il peut y avoir... Mais peut-être que, comme Salomé l'a dit, il faut marquer un arrêt. Peut-être que Dieu attire notre attention sur quelque chose que nous avons sauté. Donc, il nous y ramène pour notre formation. C'est un pédagogue. Donc, si on refuse de revenir pour passer par ce chemin-là, nous n'arriverons jamais où nous voulons aller. Donc, il faut souvent regarder, il faut être observateur, il faut chercher à comprendre l'autre, il faut chercher à se comprendre, à comprendre Dieu et à se comprendre soi-même. Je crois que tout ira pour le mieux. Et voilà qui est très bien dit. Merci beaucoup, pasteur, notre consultant pour cette émission. Merci Gildas et Salomé, qui est productrice audiovisuelle. Merci Arsène, qui est chef d'entreprise. Merci à tous de nous avoir suivis. Le thème, vous pouvez continuer chez vous à la maison. Quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous voir sur notre site internet www.beni.tv. Que l'Éternel vous bénisse et apprenez à vous surpasser dans votre couple pour que votre couple vive assez longtemps. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.